Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, le sort des familles de djihadistes français détenus en Irak et en Syrie. 700 adultes, 500 mineurs, ce sont les chiffres officiels. Et ce sera du cas par cas, prévient Emmanuel Macron. On en parlera aussi juste après le journal avec le ministre Jean-Yves Le Drian. Les autres titres, Jean-Philippe. Le président en visite surprise en Arabie Saoudite. Hier soir, rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman pour évoquer notamment les tensions avec l'Iran. Nous vous parlerons aussi de la réforme de l'apprentissage. La grande concertation commence ce matin. Beaucoup de verrous à faire sauter pour créer une voie d'excellence. Un dossier sensible en cette veille du 11 novembre, un projet d'éolienne sur un ancien champ de bataille dans le Pas-de-Calais, des familles de soldats australiens indignés. Et puis du football, France-Pays de Galles ce soir et l'enquête du 8h consacrée aux espoirs français pillés par les clubs étrangers. Et que faire des familles de djihadistes français détenus en Irak et en Syrie? Ce sera donc du cas par cas, prévient Emmanuel Macron. Pas question de rapatriement général. D'après le ministère de l'Intérieur, il y a 700 Français dans cette zone actuellement, 700 dont 300 femmes. Il faut aussi ajouter les enfants, 500 mineurs. Et ce matin, la déception du frère de l'une de ces Françaises partie en Syrie. Amin El-Bailly avait écrit au président Macron avec une vingtaine de familles concernées pour demander le retour en France des femmes et des enfants. Moi, je n'éprouve pas la moindre complaisance à l'égard de ceux qui ont pris les armes contre notre pays, mais j'appelle tout de même à une distinction entre ceux qui sont partis avec la volonté de tuer et une grande majorité de celles et ceux qui sont partis parce qu'ils ont été embrigadés. Ces femmes, ces enfants également risquent dans un certain nombre de prisons, en Irak et en Syrie, la peine de mort, pour d'autres le viol, la torture qui est pratiquée dans un certain nombre de prisons. Ce qui se passe, c'est que le président de la République nous annonce que les enfants seront sélectionnés au cas par cas. Moi, je ne connais pas de droit international qui s'applique au cas par cas. Moi, je connais un droit international qui s'applique pour tous et pour chacun. Je pense que le droit international garantit, notamment dans chaque état de droit, la possibilité d'être jugé par une justice impartiale. Emmanuel Macron donc sur le chemin du retour après son voyage aux Émirats Arabes Unis. Une visite surprise hier soir en Arabie Saoudite. Rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il a été notamment question des tensions avec l'Iran. Le dialogue, comme avec tous mes interlocuteurs pour construire une paix durable, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Envoyé spécial William Galibert. Entre Abu Dhabi, Dubaï et l'Arabie Saoudite, il peaufine sa posture de président diplomate. Terrorisme, Iran, Yémen, Liban, il voit la France en point d'équilibre dans les brûlants dossiers du Moyen-Orient. Il est important de continuer à parler à tout le monde. La France s'est toujours trompée lorsqu'elle a choisi un camp contre l'autre, lorsqu'elle a voulu s'immiscer dans des affaires intra-régionales ou des tensions intra-religieuses. Lorsqu'elle a voulu porter des principes, y compris contre les peuples eux-mêmes. Ça n'est pas ma ligne politique et diplomatique. Emmanuel Macron se décrit volontiers en pacificateur, capable de mettre en garde Donald Trump, mais aussi de ménager l'Iran, qu'il espère toujours visiter. C'est dans cet état d'esprit qu'il a dîné hier soir avec le prince héritier saoudien, mais il s'attaque là à une matière diplomatique où le volontarisme n'est jamais gage de résultat. Dubaï, William Galibert, Europe 1. Enfin, Emmanuel Macron, que l'on trouve aussi à la une de Time, le magazine américain, avec un titre à double détente. Le prochain leader de l'Europe, est-il écrit seulement s'il arrive à diriger la France, est-il ensuite précisé avec un astérisque. Également dans l'actualité, la réforme de l'apprentissage et le coup d'envoi ce matin de la grande concertation avec les régions et les partenaires sociaux. Tout changer ou presque dans une filière qui n'attire que 400 000 jeunes en France. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, veut faire sauter les verrous. Et bien un exemple concret tout de suite avec la mésaventure d'Antoine, un jeune qui rêvait de devenir boulanger, parti en apprentissage. Seulement, l'aventure a tourné court. Au début, ça se passait pas trop mal. Bon, je faisais des heures, ça c'était pas trop le problème. Et au final, le patron, j'en faisais jamais assez pour lui. Il était à 60-70 heures semaine. Et un matin, il est arrivé, il a voulu me taper, il m'a engueulé. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté du métier. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Et ça, c'était au 4 janvier. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Jean-Philippe. Alors intéressant, Antoine dit qu'il s'est retrouvé sur le carreau en janvier. Le problème, c'est que pour changer de voie, mais il a dû attendre la rentrée suivante, en septembre. Il a perdu du temps et ça, justement, ça fait partie des verrous que le gouvernement veut faire sauter. Oui, faire en sorte qu'un jeune qui se trompe sur son choix d'apprentissage puisse rebondir très vite. Le gouvernement veut rendre possible le démarrage d'un apprentissage à tout moment dans l'année, alors qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est calé sur l'année scolaire. Deuxième verrou, la mauvaise image de l'apprentissage, trop souvent encore donnée aux jeunes et à leur famille. Tu ne marches pas bien à l'école, tu seras apprenti. Alors que c'est une voie d'excellence. Un gros travail donc pour changer les esprits à l'étape clé de l'orientation. Et là,
c'est l'éducation nationale qui va devoir revoir son mode de fonctionnement. L'éducation nationale qui, par ailleurs, a la haute main sur les diplômes et le contenu des formations. Ça devrait être nous, disent les entreprises et les branches professionnelles, car nous, on connaît les besoins du marché. On prête au gouvernement l'idée de changer ça aussi. Et justement, qui pilotera au final l'apprentissage ? Les branches professionnelles ? Non, disent les régions. Ça doit être nous, car nous sommes les seuls à avoir la vision territoriale. Vous voyez que le sujet ne va pas être simple, mais ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. Olivier Samin. Europe 1, il est 8h05. Demain, 11 novembre, commémoration de l'armistice de 1918 et une polémique entre la France et l'Australie. Elle concerne un projet d'éolienne dans le Pas-de-Calais. Problème, il est situé sur un champ de bataille où des milliers d'Australiens ont péri en 1917. Et aujourd'hui encore, des compatriotes viennent leur rendre hommage. Reportage quelque part entre les communes de Riancourt et Bulcourt avec Lionel Gougelot. En bordure de la route, il y a une simple stèle devant un grand champ de plusieurs hectares dans le sous-sol duquel reposent sans doute des centaines de dépouilles de soldats. Un lieu de pèlerinage pour les familles australiennes qui viennent tous les ans se recueillir là et pour qui l'implantation d'éoliennes serait une véritable profanation selon Colette Durand, présidente de l'association Amitié France-Australie. Ça serait une profanation dans la mesure, c'est pas le fait de l'éolienne, une route, ça serait pareil. C'est le fait de bouleverser ce terrain où il reste encore des centaines de corps. Je vous dis, c'est émotionnel, mais j'ai tellement vu de familles venir, marcher lentement dans les champs, pleurer. J'ai vu des personnes pleurer en disant j'ai promis à mon père, qui lui-même l'avait promis à son père, de venir se recueillir à l'endroit où il s'était battu. Et ces personnes pleuraient, quoi. Pour moi, c'est sacré. Vent debout également contre ces éoliennes. Gérard Crutel, le maire de Riancourt, qui n'imagine pas que la préfecture du Pas-de-Calais signe un permis de construire sur ce site chargé d'histoire. On ne met pas d'éoliennes à Lorette ni à Verdun, faut pas se ficher du monde. Alors que 10 000 Australiens qui sont venus se battre pour nous, sont venus mourir ici dans notre territoire, faut les respecter quand même, il y a des limites. Alors ici, on souhaite que ce terrain soit classé en lieu de mémoire pour qu'il devienne en quelque sorte intouchable. À Bulcourt, Lionel Gougelot, Europe 1. La Catalogne et la présidente du Parlement écrouée à son tour pour rébellion, caution fixée à 150 000 €. Carles Puigdemont défend celle qui a permis un débat démocratique. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec la politique et une sortie remarquée sur l'agenda de Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président sera à Metz et Nancy aujourd'hui. Officiellement, il s'agit d'une remise de décoration, la Légion d'honneur pour une ancienne députée, Valérie Debord. L'occasion peut-être aussi de faire passer quelques messages. En tout cas, il y aura beaucoup de monde, David Doucan. Valérie Debord avoue être totalement dépassée. Depuis que l'information a fuité, c'est devenu l'événement. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, raconte-t-elle. Tout le monde veut en être. Au point que la mairie de Nancy a dû, hier, en urgence, changer de salle pour organiser la réception. On attend au moins 500 personnes. Tous les notables veulent venir, raconte un employé municipal manifestement débordé. Il faut dire que tout le monde espère qu'il se passera quelque chose. Le cabinet de l'ancien chef d'État a donné son feu vert pour ouvrir l'événement à la presse. Nicolas est un pro, raconte un proche, il ne fait jamais rien au hasard. Cet élu croit savoir que le patron, comme il dit, a quelques messages à faire passer. Il serait inquiet d'un délitement de sa famille politique si Laurent Wauquiez, qu'il soutient pourtant, devait continuer à se montrer trop brutal. On verra si Nicolas Sarkozy s'autorise une petite phrase. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sait que son discours sera scruté. Donc, s'il lâche ne serait-ce qu'un mot, un tant soit peu politique, ce sera volontairement. David Doucan a noté également ce matin la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Elle doit officiellement élire l'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, au poste de directrice générale. La révolution numérique, décidément, personne n'est à l'abri. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, c'est au tour maintenant des sociétés de location de voitures de se faire ubérisé, comme on dit. Un peu comme les hôtels qui subissent la concurrence d'Airbnb, ces grandes sociétés de location de voitures, Hertz, Europcar, Avis, etc., traversent une zone de turbulence. Hier, le cours de l'action Europcar a chuté de 10% à l'annonce de résultats plus que mitigés. Une société comme Hertz a perdu, elle, 93% de sa valeur en 3 ans. C'est le modèle même de ces sociétés qui doit être réinventé. Et on est d'accord, Nicolas, le marché existe, il est là. Alors voilà, de plus en plus de gens veulent louer, c'est une tendance mondiale. Des services d'autopartage comme Zipcar par exemple, qui permet de louer une voiture via une appli, comme on loue un vélo en libre service, se développe très vite. On est moins souvent propriétaire de sa voiture, mais on veut en trouver une là, tout de suite, en bas de sa rue quand on en a besoin. Le numérique le permet, mais vous le voyez, pour survivre, ces grandes sociétés de location de voitures qui, dans l'ancien monde, avant le numérique, contrôlaient le marché mondial à 4 ou 5, doivent complètement se réinventer, exactement comme les banques, comme les assureurs, comme les distributeurs. La bonne nouvelle, c'est que dans tous ces domaines de l'économie, la demande de services n'a jamais été aussi forte. Des pans entiers de l'économie sont en fait dans la même situation que Hertz, Avis, Europcar. Ces empires peuvent être soit balayés par la révolution numérique, soit en sortir plus fort. À la clé, des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu.
en plus ou en moins. L'éclairage de Nicolas Barré des Échos. Du football à présent avec les Bleus en match amical ce soir contre le Pays de Galles au Stade de France. Rencontre à suivre en direct sur Europe 1. Et une question que nous nous posons ce matin, et si le prochain Mbappé, la prochaine future star de l'équipe de France, n'était pas formé chez nous? Aujourd'hui, les acteurs du foot français s'alarment. Les grands clubs étrangers pillent nos centres de formation. Ils tapent de plus en plus jeunes, quitte à flirter avec la légalité. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Julien Pierce. Bonjour Jean-Philippe. On parle ici de jeunes qui ont entre 12 et 15 ans, c'est ça ? Oui, ce sont de tout jeunes ados que l'on voit par exemple lors des matchs de l'équipe de France des moins de 16 ans où les tribunes, je vous le garantis, sont remplies de recruteurs venus des 4 coins de l'Europe, d'Angleterre surtout, mais aussi d'Espagne et d'Allemagne. Certains filment la rencontre, d'autres noircissent des pages de calepin. La moindre passe, le moindre dribble est décortiqué. On se croirait au marché de Rungis, souffle Sophia, la mère d'un joueur de 15 ans. Elle refuse catégoriquement toutes les propositions. On peut avoir des super clubs, mais faut voir concrètement ce qui se passe derrière. Si l'enfant il va là-bas et il s'épanouit pas, ça sert à rien. Moi j'ai besoin d'être près de mon fils et de lui donner des valeurs. J'arrive pas à me mettre dans la tête, oui, il peut gagner tant de millions, on s'en fiche. J'aurais pas aimé qu'on me l'arrache, même pour des sommes exorbitantes, non. Mais les principes de Sophia sont minoritaires chez les parents parce que face au pont d'or qu'on leur propose, il est très difficile de ne pas succomber. Mais dites-moi Julien, recruter des jeunes de moins de 16 ans, c'est pas illégal ? S'ils signent en France, non, mais si le club est étranger, alors oui, c'est totalement illégal. En fait, ils contournent la règle, ils proposent aux parents de venir avec leur enfant, de déménager à l'étranger, officiellement pour des raisons non liées au football. C'est la seule exception tolérée par la FIFA. Pour s'y conformer, les clubs maquillent ce déménagement en trouvant des emplois aux parents, des jobs très bien payés chez des sponsors ou des entreprises amies. Le père d'un jeune joueur est ainsi devenu serveur en Angleterre, payé 19 000 € par mois. Mais ce système n'est pas sans danger. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont été lourdement sanctionnés pour l'avoir pratiqué à outrance. Voilà pourquoi les clubs ont trouvé une autre parade pour, comme l'explique l'agent de joueur Jennifer Mendelevic. Aujourd'hui, il y a un nouveau système qui consiste à passer des accords sous seing privé avec des jeunes joueurs et des familles dont personne n'entend parler forcément. Et puis le jour de ces 16 ans, c'est à ce moment-là que le contrat commence à s'exécuter. Bon, Julien, les clubs français, ils peuvent faire quoi face à ces accords secrets ? Rien, à moins de proposer des salaires délirants à leurs jeunes les plus prometteurs. Cet été, l'Olympique de Marseille aurait convaincu son grand espoir, Boubacar Kamara, 17 ans, de signer son premier contrat pro en échange de 30 000 € mensuels et d'une prime d'1 million, des montants habituellement réservés à des joueurs bien plus confirmés. Enquête signée ce matin, Julien Pierce. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe.